Alors, je vais d'abord commencer par me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Bernard Gevorts. Donc, je suis formateur consultant depuis maintenant 18 ans. Donc, je suis installé au Cameroun depuis 4 ans avec un cabinet de formation qui s'appelle le cabinet Authentis. Et donc, ben voilà quelques-uns des clients avec qui je travaille au Cameroun depuis ces 4 années. Je travaille avec différents modèles concernant les personnalités pour mieux comprendre justement comment nous fonctionnons et comment chacun va gérer les émotions différemment selon justement ses tempéraments et ses typologies. Donc j'utilise aussi différents modèles de leadership et de coaching que j'utilise dans les entreprises et que les managers peuvent ainsi utiliser pour mieux coacher leurs collaborateurs. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez le personnage qui est ici. J'ai entendu Socrate, qui disait « Connais-toi toi-même ». Effectivement, la base de la connaissance des autres, c'est d'abord de se connaître soi-même. Et en particulier au niveau des émotions, vous verrez que c'est très important, parce que quand on commence à mieux décoder, à comprendre ses émotions, ça va permettre justement de décoder beaucoup mieux les émotions des autres et d'arriver à ce moment-là à gérer les émotions avec beaucoup plus de facilité. Ici, un personnage important aussi, Jung, qui est à la base justement de la plupart des modèles de personnalité qu'on utilise dans le monde de l'entreprise. Donc notamment les deux modèles que vous voyez là sont basés sur les travaux de Jung, qui a justement étudié comment l'être humain fonctionne. Et ces approches sont des choses qui m'intéressent depuis très longtemps, puisque depuis plus de 30 ans maintenant, je m'intéresse à ces domaines. Donc je suis biologiste de formation, et ça explique d'ailleurs l'image que vous voyez ici, puisque je suis ornithologue et je fais notamment de la photographie des oiseaux au Cameroun. Donc voilà, ça c'est pour me connaître un peu plus. Alors entrons alors dans ce domaine des émotions. Alors les émotions, c'est quelque chose qui n'a pas toujours eu bonne image dans l'entreprise. Donc très longtemps, on a considéré que l'émotion n'avait pas sa place dans l'entreprise et on a rejeté les émotions, ce qui a amené à une approche, je dirais, du personnel, puisque dans les entreprises, jusqu'à une période proche, on parlait de gestion du personnel. Ensuite, ça a évolué vers la gestion des ressources humaines. Et maintenant, on est à la gestion des talents, au développement personnel, parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il fallait tenir compte de l'humain dans l'entreprise et que les motivations qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous sont ce qui va faire le succès de l'entreprise. Donc tout ce qui était le leadership très autoritaire d'une époque qui ne tenait pas compte du tout de l'aspect émotionnel est en train de disparaître progressivement. Donc c'est pas aussi simple, mais on sait maintenant que le vrai et bon leadership, celui qui est le plus efficace, c'est celui qui va intégrer justement les aspects émotionnels. Et on a ainsi des leaderships qu'on appelle transformationnels, qui sont les leaders qui sont capables d'empathie, de développer les collaborateurs en tenant compte justement de tout ce volet émotionnel. Alors vous voyez, l'émotion c'est justement quelque chose d'essentiel, puisque généralement l'émotion va nous faire prendre conscience de quelque chose. Alors avant d'entrer dans le développement justement des émotions, pour mieux les comprendre, on va faire un petit jeu. Donc on va commencer par la première. À votre avis, joie, surprise, tristesse, dégoût, peur, colère, mépris. Tristesse. Effectivement, dans la tristesse, les lèvres tombent vers le bas. Pensez au smiley, hein, donc le sourire vers le haut ou vers le bas, ça change tout. Et les yeux, les paupières qui tombent. Ici, c'est pas tout à fait la surprise. La peur. La peur, donc, et surtout les lèvres vont être tirées vers l'arrière. On va voir la différence avec la surprise. Effectivement, souvent on peut confondre la peur et la surprise parce qu'il y a des similitudes. La colère, effectivement. La surprise. Donc généralement dans la surprise, la bouche va être ouverte. Voilà, le dégoût. Donc généralement, le nez est retroussé, donc c'est assez facile à reconnaître. Et enfin, la dernière, le mépris, donc qui est la seule expression, symétrie, donc c'est un côté des lèvres qui se redressent. Voilà, ça ce sont les émotions de base que généralement, vous voyez, nous reconnaissons assez facilement.
parce qu'elles sont universelles, donc elles sont liées à notre côté, je dirais, proprement animal et instinctif, et donc effectivement nous reconnaissons assez facilement ces expressions. Alors on va aller un peu plus loin dans les émotions. Donc ici, vous avez observé différentes émotions. Et en fait, qu'est-ce qui se passe là? On voit un des deux personnages, celui qui est l'observateur, qui se fait piéger par son ami. Et quelle est sa réaction? Donc au début, il y a de la peur. Et puis après, il y a de la colère. Parce qu'il s'est rendu compte que son ami s'est bien foutu de lui. Et donc ça, en fait, ce sont des choses qui viennent des tripes, si je puis dire. On va décoder un peu, justement, certains aspects de notre cerveau pour comprendre comment fonctionnent les émotions et pourquoi c'est si difficile de les maîtriser. Alors donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a 6 émotions de base à laquelle s'ajoute le mépris. Et comme vous le voyez, elles sont assez identifiables au niveau des expressions du visage. Alors celui qui a, je dirais, beaucoup parlé des émotions et des expressions faciales, c'est Paul Ekman, que vous connaissez peut-être parce qu'il a inspiré la série télévisée Lie to Me. Est-ce qu'il y en a qui ont vu cette série? Ouais, Lightman. Donc c'est en fait la série qui a sans doute popularisé au plus les aspects sur le langage non verbal, parce que depuis que la série a été lancée aux États-Unis il y a quelques années maintenant, ça a lancé, je dirais, beaucoup d'intérêt pour le langage non verbal. Il y a maintenant des tas de formations qui existent sur ce sujet. Et il y en aura d'ailleurs bientôt une au Cameroun, puisque je suis en train de développer une formation avec justement des images et des éléments purement africains. Alors, l'idée des expressions faciales, c'est justement, elles sont universelles, donc ça permet en général de les reconnaître, avec cependant des variantes. Il peut y avoir des variantes justement culturelles. Vous savez très bien que l'expression des émotions peut être très réservée dans certaines cultures, et beaucoup plus expressive dans d'autres, mais néanmoins, au niveau de l'expression, ça va se retrouver. Alors ce qui est important, c'est que c'est involontaire. Ça veut dire que les émotions, normalement, vous ne les contrôlez pas. Et surtout, elles sont instantanées. Normalement, on parlait tout à l'heure de la surprise. La surprise, ça dure quelques dixièmes de seconde. C'est pas quelque chose qui va se prolonger. Même chose, la peur. On sursaute parce qu'on a eu peur. Bon voilà, c'est terminé. Après, il y a d'autres éléments qui interviennent dans les émotions et les sentiments. Parce que justement, une émotion peut après se transformer dans quelque chose de plus durable. La tristesse, par exemple, on peut apprendre une nouvelle qui nous attriste, et puis cette tristesse peut s'installer. Donc ça peut durer pendant des heures. Donc ce n'est plus l'émotion dans son sens instantané, mais un sentiment, une humeur qui va se prolonger. Même chose pour la bonne humeur, on peut le matin être de bonne humeur, et donc c'est plutôt quelque chose là de durable. C'est plus l'émotion instantanée, une joie par exemple suite à quelque chose qui vient de se passer, on rigole un bon coup et puis ça redescend. D'accord? Donc ça c'est un peu la différence entre les émotions pures, très rapides, et les sentiments, les humeurs qui eux vont être plus prolongés. Alors on peut néanmoins contrôler un peu les émotions, c'est-à-dire qu'on essaie de cacher parfois ses émotions, mais on voit qu'il y a des choses quand même derrière. Par exemple, quelqu'un qui est énervé, il essaie de contenir son énervement, mais à la limite on le sent, on le voit, parce que justement il y a un certain décodage de notre part, inconscient, qui fait qu'on se rend compte que l'autre n'est pas aussi calme qu'il veut le laisser croire. Et très souvent, d'ailleurs, ces émotions qu'on essaie de cacher vont transparaître justement dans le langage non verbal, dans des micro-expressions, des gestes d'énervement. Donc le stress doit se manifester d'une manière ou d'une autre, et donc il va se manifester justement et va être visible. Donc c'est ça que vous devez avoir aussi en tête, c'est qu'on ne peut pas, ou très difficilement, cacher nos états émotionnels. Ils vont apparaître dans notre langage non verbal. Et on peut effectivement copier les émotions, puisque vous avez vu, j'ai essayé d'imiter certaines émotions.
Mais si l'émotion vraie n'est pas tout à fait ressentie, ben ça n'est pas tout à fait identique. C'est pour ça que si on est bien entraîné, on peut décoder les menteurs. Ceux qui essayent de vous manipuler ou qui font croire par exemple qu'ils sont tristes alors qu'ils ne le sont pas, ou qu'ils ont de l'empathie pour vous et qu'ils n'en ont pas, bon ben si on est attentif, on peut déceler certaines choses. Parce que les expressions des émotions et le non-verbal fonctionnent avec des dizaines de muscles. Et quand on copie une émotion, ben on n'arrive pas à utiliser tous ces muscles. Donc c'est pour ça qu'un sourire, par exemple quand on fait un vrai sourire, ben ça se voit par rapport à un faux sourire. Donc là je vous fais un faux sourire, et généralement le faux sourire ne va impliquer que la bouche, alors que le vrai sourire il va impliquer aussi les yeux. Toute l'expression faciale va être mobilisée. Alors voilà un peu un schéma qui reprend l'ensemble des émotions, c'est-à-dire que généralement on parle d'émotions positives et d'émotions négatives, donc parce qu'elles reflètent des choses qui sont soit confortables ou inconfortables pour nous. Donc ça c'est le côté négatif, et puis il y a les émotions positives parce qu'elles nous apportent plutôt, ou elles sont l'expression plutôt d'un confort. On est bien, on est content, on est à l'aise, et donc voilà ce que ça peut donner. Donc vous voyez qu'il y a toute une gamme d'émotions, il y a beaucoup de mots pour exprimer les émotions. Et ça, c'est pas toujours facile justement à voir les nuances. Alors dans les formations, parfois je demande aux gens, ben, vous choisissez une émotion par là et puis vous essayez de la mimer. Donc par exemple, vous prenez la culpabilité et essayez de montrer la culpabilité. Pareil pour la colère, la tristesse. Et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça d'exprimer une émotion et surtout d'en être conscient. À la limite, on l'exprime de manière inconsciente quand on est dans le cas, mais on a du mal à se rendre compte du mécanisme. Qu'est-ce qui fonctionne en nous-mêmes quand on est, par exemple, honteux ou qu'on se sent coupable? Comment ça se vit et ça se ressent. Donc c'est là où l'objectif de cette conférence est de vous faire prendre conscience de cela et de vous aider à trouver les pistes pour arriver à décoder un peu plus vos émotions et donc après aussi celles des autres. Et après voir comment réagir et les utiliser, ça on verra aussi avec mes collègues qui sont là. Alors on va faire un premier exercice. Donc l'idée, vous voyez, c'est ce thermomètre. C'est d'apprendre à identifier en fait votre niveau d'émotion. Donc, on peut avoir, je dirais, des situations où tout va bien, et puis il y a des situations où vous êtes mal à l'aise, des situations où vous êtes frustré, énervé, fâché, très fâché. Donc un premier exercice que vous pouvez faire, et on va prendre peut-être une minute ou deux, où vous pourrez noter quelques éléments, c'est de voir qu'est-ce qui, dans la vie de tous les jours, vous fâche très fort, par exemple. Quelles sont les situations où vous vous sentez très fâché, ou fâché, ou énervé? Donc vous voyez qu'il y a une gamme. Qu'est-ce qui vous frustre? Donc peut-être chacun, je vous laisse là, on va laisser une minute ou deux pour noter quelques éléments. D'accord? Donc allez-y. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Bien, donc vous avez la plupart eu l'occasion de noter certaines situations, donc on va continuer par la suite d'autres façons d'appréhender les émotions. Mais ce qui est important, et c'est un exercice que je vous propose de continuer et de faire de manière régulière, c'est de commencer à observer les émotions d'une manière plus mentale, je dirais. Je vais revenir sur le cerveau tout à l'heure, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Mais c'est important justement de sortir de l'aspect émotionnel qui justement, en général, nous bloque complètement. Parce que quand on est dans l'émotion, on est un homme animal et on n'est plus dans la capacité justement à ce moment-là de pouvoir gérer bien les choses. Donc il faut faire ce qu'on appelle prendre du recul. Et on va le comprendre après scientifiquement ce que ça veut dire. Mais déjà dans la pratique, ça veut dire commencer à observer les choses de plus haut. Et c'est pour ça que c'est important de se rendre compte, qu'est-ce qui nous met dans l'émotion, qu'est-ce qui nous énerve, quelles sont les situations justement qui vont nous amener à parfois perdre le contrôle. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui perdent le contrôle?
Donc levez le bras. Donc vous énervez ou au contraire vous écrasez complètement, vous n'osez plus réagir. Rassurez-vous, moi aussi. Hein. Donc c'est des situations qui arrivent à la plupart des gens de pouvoir justement, à certains moments, ne plus contrôler parfois les émotions. Alors l'important c'est progressivement de se rendre compte de ce qui va déclencher justement l'émotion. Donc on va voir après. L'idée c'est de voir, vous êtes très fâché. L'idée c'est de décoder qu'est-ce qui va vous fâcher. Et après ça permet d'anticiper. Par exemple, moi il y a des choses qui me mettent très en colère, c'est les personnes en retard. Quand j'ai des rendez-vous, en général je suis à l'heure, et je m'efforce d'être à l'heure, et parfois je le fais au détriment d'autres choses. Et alors quand j'arrive à une réunion prévue et que j'attends pendant une demi-heure avant d'avoir les contacts que je devais voir qui se présentent, ça me met très en colère. Bon, alors bien sûr, comme j'apprends aussi à gérer mes émotions, je n'explose pas spécialement, mais j'ai aussi appris à exprimer mes émotions. C'est-à-dire que je ne vais pas faire semblant de rien. Donc j'exprime les choses d'une manière très claire, parce que sinon on n'envoie pas un signal à l'autre, et ça veut dire que c'est normal, tout se passe bien. On peut arriver plus ou moins quand on veut, donc ce n'est pas une façon de faire quand on travaille de manière professionnelle. Donc voilà, c'est important que vous puissiez identifier les situations, justement, le déclencheur, et d'éviter alors de tomber dans l'expression de l'émotion, mais d'arriver à l'exprimer d'une manière calme. Bon, on ne va pas voir aujourd'hui comment l'exprimer d'une manière calme, bien qu'avec mes collègues vous verrez certains éléments, mais au moins on voit comment anticiper. Alors, et c'est là justement où c'est important de comprendre. C'est juste à côté, c'est la page juste avant. Donc c'est les émotions et leurs effets. Alors tout à l'heure, en débutant la séance, donc j'ai fait, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai mimé une petite situation, je dirais, qui a suscité peut-être certaines émotions. Donc j'ai débuté en bafouillant, et donc ça a pu mettre les gens un peu mal à l'aise. Et justement, quand j'ai demandé, certains m'ont dit, ils ont eu des pensées. Donc ouais, les pensées, c'est la troisième ligne. Donc généralement, quand nous vivons une émotion, il y a d'abord des sensations physiques. C'est-à-dire que le cœur peut s'accélérer, on peut avoir de la sueur, on peut avoir une boule dans le ventre, on peut avoir différentes manifestations, un frisson, de la chaleur. Donc tout ça sont des sensations purement physiques. Mais après, il y a des pensées qui viennent. Donc tout à l'heure, justement, certains disaient, mais bon, si le motivateur n'est pas motivé, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bref, il y a des choses qui viennent dans la tête. Alors on a envie de faire des choses quand on vit une émotion. On se dit, moi je vais m'en aller ici. Par exemple, la situation dont je vous parlais avec le retard hier, donc après 10 minutes, je me suis dit, je m'en vais moi ici. Je ne vais pas rester plus longtemps à attendre les gens. Donc voilà, c'est des choses qui viennent dans la tête, et après on va éventuellement passer à l'acte. Alors le plus difficile, justement, souvent, c'est de nommer l'émotion. Et tout à l'heure, quand j'ai demandé à l'Assemblée, qu'est-ce que vous ressentez? Il n'y a personne qui m'a dit, je ressens de la colère, ou je ressens de la tristesse, ou je ressens du dégoût. On a plutôt dit ce qui passait par la tête. Donc, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de faire un petit exercice. Pensez à une situation qui vous est arrivée le plus proche du moment d'aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être ce matin ou hier, une situation où vous êtes peut-être entré dans une émotion, donc soit de la colère, soit de l'énervement, ou au contraire de la joie. Donc on a vu, il y a émotion positive ou négative. Et essayez de vous rappeler quelles sont les sensations ou réactions physiques que vous avez eues, quelles sont les pensées que vous avez eues, quelles sont les tendances, les envies de faire que vous avez eues, et essayer de nommer justement l'émotion en question. Ça va? Donc voilà, ça peut être par rapport à une des situations de l'exercice précédent, là, quand vous êtes justement très fâché par rapport à certaines situations, essayez de réfléchir à qu'est-ce qui se passe justement dans votre corps à ce moment-là, dans votre tête, et qu'est-ce que vous avez envie de faire. Parce que tout cela sont des éléments qui vont vous permettre justement d'arriver à décoder vos émotions, à prendre du recul, et donc finalement à mieux les maîtriser. Voilà, je vous reste quelques minutes de réflexion, et après on peut échanger un peu par rapport à ça.
l'intérêt justement de pouvoir prendre le recul, c'est à un moment donné de se dire, parce qu'on sait qu'on fonctionne comme ça et qu'on réagit comme ça, qu'on risque d'aller à un moment donné vers l'escalade et l'énervement. Donc ce qu'il faut pouvoir faire pour gérer et anticiper ce genre de choses, c'est de pouvoir manifester et d'exprimer ses émotions. Donc on va pouvoir dire à un moment donné à l'autre, avant qu'on ne tombe dans l'explosion, on va pouvoir justement ne pas arriver à la réelle explosion parce qu'on va anticiper. Donc on va dire, ben voilà, nous avons une réunion d'1 heure, en 1 heure nous devons arriver à tel résultat. Je constate que la concentration de tout le monde n'est pas optimale, donc je vous demanderai. Donc bref, on va d'une manière rationnelle revenir sur le sujet, manifester. Je suis très déçu effectivement du fait que certains ne sont pas aussi concentrés, et donc je demanderai maintenant qu'on fasse un dernier effort pour aller jusqu'au bout. Donc le fait de manifester l'émotion, mais sans l'exprimer, donc on l'a dit, fait généralement prendre conscience à l'autre justement que maintenant il faut arrêter. Par contre, si maintenant on s'énerve, qu'est-ce qui provoque en fait? Qu'est-ce que provoque en fait le fait que vous dites à quelqu'un, bon bah arrête, on est ici pour travailler? Qu'est-ce que ça provoque chez l'autre en général? Il peut y avoir prise de conscience, mais généralement, qu'est-ce qui se passe? Voilà. En fait, quand on veut, voilà, gérer les émotions en étant soi-même énervé, ça marche pas. Parce que justement, on déclenche chez l'autre les émotions. Et si vous voulez, on va justement comprendre ça par rapport au cerveau. Et donc vous allez voir l'intérêt justement de dire les émotions, mais de ne pas les montrer. Voilà. Alors, d'abord, le cerveau, c'est une machine très complexe et on en connaît de plus en plus. Donc quand j'ai fait mes études de biologie, donc ça remonte déjà à un certain temps, donc plus de 30 ans, donc on disait à l'époque que le cerveau, à partir de 20 ans, il commençait à dégénérer, c'est-à-dire que c'est un organe qui ne se renouvelait plus. Alors ça, on sait que c'est pas vrai. Donc on sait que nous avons, vous voyez, un nombre de neurones incroyable et surtout des connexions avec 300 zéros derrière le 1. Donc c'est pour vous dire le nombre de connexions que nous avons dans notre cerveau. Et bonne nouvelle, y compris pour les personnes au-delà de 20 ans, c'est que le cerveau continue toujours à se renouveler. Nous avons toujours des nouveaux neurones qui émergent et surtout des nouvelles connexions. Parce que ce sont les connexions entre les neurones qui sont en fait la richesse du fonctionnement de notre cerveau. C'est les connexions qui se font à chaque fois que nous faisons un apprentissage. Par exemple ici, depuis ce matin, vous avez déjà des tas de connexions qui se sont faites depuis que nous avons commencé l'exposé. Et ces connexions se font, mais elles se défont aussi. C'est pour ça que quand on crée de nouvelles connexions, parce qu'on apprend quelque chose de nouveau, mais il faut entretenir ces connexions. C'est pour ça que dans une bonne formation, dans un bon apprentissage, normalement il doit y avoir des réactivations. On doit reconnecter le plus souvent possible les mêmes connexions pour qu'elles se fixent. Et à un moment donné, c'est un peu comme un chemin que vous faites quand vous allez au champ ou au village, quand vous allez un peu en forêt. Donc on trace un chemin. Si on ne le pratique pas pendant 1 semaine ou 2, vous savez comme moi qu'il va se refermer. Par contre, si on y va régulièrement, qu'on taille, on peut même y aller, le laisser pendant 2 semaines, ça va rester quand même encore praticable. Ça, c'est pareil pour nos connexions. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce genre d'exercice, que les apprentissages que vous recevez, vous les pratiquiez pour réactiver les chemins. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport aux émotions? Donc, il y a la fameuse théorie des 3 cerveaux de MacLean, qui est déjà assez ancienne, que tout le monde ou presque connaît, puisqu'on en parle beaucoup. Nous avons donc le cerveau reptilien, le cerveau limbique, le néocortex. Alors, c'est en fait les cerveaux les plus anciens, je dirais le reptilien, qui date au niveau de l'évolution de l'ère des reptiles, donc c'est la base du cerveau qui régule en fait toutes nos pulsions, le fonctionnement de notre corps. Donc on ne doit pas réfléchir pour respirer, on ne doit pas réfléchir ou faire fonctionner les choses pour digérer, heureusement, vous imaginez, si on oublie de respirer, donc ça serait embêtant. Donc là tout ça fonctionne automatiquement, y compris justement la peur et les pulsions naturelles. Ça veut dire que quand quelqu'un vous dit tu m'énerves, donc qu'est-ce qu'il fait? C'est le cerveau limbique qui là il réagit et justement là on est parti animal et on n'arrive pas à résoudre le problème, bien au contraire. Donc le cerveau limbique, c'est lui aussi
le cerveau, je dirais, un peu plus évolué, qui apparaît avec les mammifères, et qui régule justement tous les aspects de la relation, la communication avec les autres, et donc en grosse partie aussi le domaine des émotions que nous vivons avec les autres. Donc ces deux cerveaux, limbique et reptilien, sont ceux qui vont être responsables justement de notre relation avec l'environnement ou avec les autres. Donc si on se sent confortable ou inconfortable, c'est lié en grosse partie au cerveau reptilien, confort, inconfort, et au cerveau limbique si on se sent bien ou pas avec les autres. Et à partir de là, je dirais, nous fonctionnons de manière automatique. Donc ça va, ok, tout va bien. Si on sent un inconfort ou une menace, par exemple, monsieur tout à l'heure qui dit à ses collègues, attention, on est ici pour travailler, quelqu'un va peut-être se sentir à côté, oui, mais arrête, tu vas quand même pas t'énerver, on est aussi ici, et voilà, et c'est parti. Donc la discussion peut s'envenimer. Alors, on parle maintenant de 4 cerveaux plutôt que de 3, mais c'est un détail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la partie du cerveau la plus évoluée que l'on retrouve chez l'homme, c'est le cerveau préfrontal, qui se trouve dans le cortex, le territoire préfrontal. Et dans la gestion justement des émotions, on parle de plus en plus de la gestion des modes mentaux. Donc il y a 3 modes mentaux. Le mode reptilien, donc, qui est automatique, celui-là on ne le gère pas. Donc il y a, je reviens en arrière, le mode automatique, le limbique, ça c'est les émotions, c'est tout cet aspect de la relation avec les autres. Il est purement lui aussi automatique. Et enfin le mode préfrontal, donc qui lui est celui qui nous permet de prendre le recul dont je vous parlais tout à l'heure. Donc se mettre à réfléchir sur ses émotions, se mettre à se dire, bon si je veux pas tomber dans la colère, voilà ce que je dois faire pour anticiper ça. Qu'est-ce que je vais dire à mon conjoint ou à mon collaborateur ou à mon manager pour éviter justement qu'on ne recommence dans le même cercle d'émotions. Ça, c'est notre mode préfrontal qui le permet. Donc, pour sortir du formatage, c'est-à-dire du mode automatique de notre système limbique, il faut avoir cette capacité à prendre le recul avec les exercices, par exemple, que nous venons de faire. Et si on va un peu plus loin, justement, par rapport aux émotions, on se rend compte qu'une émotion apparaît parce que justement il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Par exemple, si je m'énerve par rapport à quelqu'un qui est en retard, c'est parce que quelque part j'ai quelque chose là qui est pas satisfait. Mon besoin de justice, parce que dans ce cas-là, moi c'est la justice et le respect, c'est-à-dire qu'il y a des règles. Si les règles sont pas respectées, ça me crée une émotion. Monsieur là qui a eu le problème avec la coupure de courant, comme beaucoup parmi nous presque tous les jours, c'est clair que là, il y a des besoins qui sont pas satisfaits. On est frustré. On est en train de regarder le match de football et paf, ça coupe, ou alors le feuilleton. Donc là, c'est clair qu'on est frustré. Et donc, à ce moment-là, un de nos besoins n'est pas satisfait et donc on manifeste une émotion. Donc, un exercice à faire, et donc on arrive, je pense, plus ou moins vers la fin de ce que j'ai à dire. Donc, ça, c'est un exercice que vous pourrez continuer à faire par la suite, mais c'est d'essayer de comprendre pour les émotions que vous avez identifiées tout à l'heure, les situations où vous êtes en colère, c'est d'essayer de comprendre, mais pourquoi finalement je suis en colère toujours quand mon manager fait ou ne fait pas certaines choses. Beaucoup de personnes, par exemple, dans des formations me disent, je suis pas reconnu. Donc le manager ne reconnaît pas toujours ses collaborateurs. Il réagit toujours quand quelque chose ne va pas, mais il oublie parfois justement de féliciter un collaborateur quand ça va bien. Donc effectivement, ça peut créer de la frustration. Donc l'idée, c'est de voir dans la liste des émotions là que vous avez, c'est d'essayer de comprendre, mais finalement, quels sont les besoins que j'ai qui ne sont pas satisfaits dans telle ou telle situation. Donc c'est ça tout le jeu de la gestion des émotions. Alors je ne vais pas moi parler de la gestion, donc on va voir d'autres éléments tout à l'heure. Moi je vous explique seulement comment ça fonctionne et comment on décode. Mais donc vous voyez que tout ça est lié à notre système nerveux et qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la machine se mette en marche. Donc il faut éviter d'appuyer sur les boutons, et généralement les boutons c'est quand on accuse l'autre. Donc ting, tu es ceci, tu es cela, on juge et alors on appuie sur le bouton et c'est parti. Donc on est dans l'émotionnel à ce moment-là. Et là, on ne peut pas en sortir. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice après, à tête reposée. Donc vous avez vu, dès que vous avez des émotions, décodez comment ça se passe
Essayez de voir si c'est quelque chose qui revient systématiquement dans ce genre de situation. Et donc, vous voyez, quel est le besoin qui n'est pas satisfait? Ce qui vous permettra d'essayer de voir si vous ne pouvez pas le satisfaire autrement. Par exemple, je parlais de la reconnaissance tout à l'heure. Nous ne sommes pas reconnus peut-être par nos managers, mais est-ce que c'est quelque chose qui ne peut pas être fait autrement? C'est vrai que ce serait bien si le manager vous reconnaît, mais ce qui est important, c'est de soi-même se motiver par rapport au travail qu'on fait bien. Parce que si on attend toujours que les autres nous donnent du carburant pour fonctionner, on devient dépendant. Donc l'idée, c'est de transformer le besoin qui dépend des autres en quelque chose que vous pouvez éventuellement satisfaire par vous-même, pour éviter justement de toujours être frustré. Parce que ce sont nos attentes qui nous frustrent. Vous attendez que votre copine, votre conjoint, votre femme vous dise ou vous fasse quelque chose. Mais s'il ne fait pas, s'il ne fait pas ou ne revient pas avec ce que vous attendez, on est frustré. Donc c'est nos attentes très souvent qui vont créer ça. Donc c'est à vous de voir comment vous pouvez travailler sur vos besoins aussi pour éviter les frustrations, les émotions. Oui. Généralement, oui. Parce qu'elle met en évidence quelque chose qui manque. Donc c'est pour ça qu'on est... Par exemple, souvent c'est un confort. Hein, donc les émotions, on va aller positif, négatif. Et donc une émotion confortable parce qu'on satisfait un besoin. Le confort, par exemple, on est joyeux parce que tout d'un coup, quelque chose qu'on aime est arrivé. Quelque chose dont on a besoin est arrivé. Donc c'est lié. Parfois on ne s'en rend pas compte. Donc c'est là où c'est pour ça que c'est un exercice qui est pas facile. Déjà, c'est pas facile d'identifier clairement l'émotion. Après, c'est d'identifier clairement le besoin. Et le besoin, c'est pas toujours l'acte qu'on attend. Par exemple, je parlais du besoin de reconnaissance. On attend la reconnaissance du manager, mais peut-être on peut chercher à satisfaire ce besoin de manière différente, pour ne pas dépendre justement d'une seule action pour ce besoin en particulier. D'accord? On peut y revenir après. Hein. Donc, si vous voulez, je vais juste terminer ceci et après on a un peu de temps pour les questions. D'accord? Donc je terminerai par juste vous parler un peu d'intelligence émotionnelle, mais pas trop parce que ça va être abordé tout à l'heure justement de manière un peu plus importante pour la gestion des émotions. Mais comme je vous ai dit, l'idée c'est de passer de notre système automatique qui est plutôt le côté animal en nous au côté rationnel. Pardon. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est quelque chose qui existe déjà depuis, vous le voyez, plus de 20 ans, mais qui commence seulement à être mis en pratique. Au niveau du management, du leadership, c'est quelque chose qu'on commence à enseigner depuis 10-15 ans, tout au plus, et ce n'est pas partout. En fait, je reviens du Congo depuis 2 jours, où j'ai été donné 2 fois 3 jours de formation sur les relations interpersonnelles, avec notamment l'intelligence émotionnelle, à des managers d'une grosse société, pour vous dire que c'est des choses qui commencent seulement à être mises en route maintenant. Alors que, effectivement, on le connaît depuis déjà pas mal de temps. Donc oui, c'est une forme d'intelligence qui permet effectivement de contrôler les sentiments, les émotions, les siens et ceux des autres. C'est ça qui est important. Le manager qui a l'intelligence émotionnelle est capable de gérer les émotions de l'autre. Parce qu'il va gérer les siennes, donc il ne va pas tomber dans l'émotion quand un collaborateur va faire des choses qui auparavant peut-être l'énervaient. Ici, il va avoir cette capacité à justement entrer en empathie et à pouvoir gérer la chose de manière plus efficace. Alors ça a été surtout popularisé par Daniel Goleman, qui a écrit un best-seller sur l'intelligence émotionnelle, où il reprend justement différents concepts, donc la conscience de soi, connaissance de soi, la maîtrise de soi. Après, on peut commencer à aller vers les autres, conscience des émotions des autres, et après, ça permet de mieux gérer les relations. Donc tout ça, c'est une évolution que chacun peut faire pour mieux gérer ses relations avec les autres. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin puisque tout à l'heure, ça sera abordé de manière plus approfondie. Alors, il y a beaucoup de bibliographies dans le domaine des émotions, du non-verbal, donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ça sur le site internet du cabinet et d'autres liens ici que vous pourrez retrouver. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous me demanderez tout à l'heure, je vous ferai suivre tout ça.